97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant à chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Quand je me déplace, quand je mange, quand je me lave, quand je pars en vacances, quand je m'achète des choses, je consomme de l'énergie. Et la création de cette énergie émet des gaz à effet de serre. Au total, sur une année, j'envoie environ 10 tonnes de ces gaz dans l'atmosphère, comme tous les Français en moyenne. C'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Mais 10 tonnes par personne, c'est trop. Pour limiter le changement climatique, il faudrait que tout le monde descende à 2 tonnes d'ici à 2050. Pour y voir plus clair, voyons ce qu'il y a dans mon empreinte carbone. Avec cette représentation, on voit les émissions de gaz à effet de serre pour chacune des grandes activités de ma vie. Ça permet de repérer là où les efforts seront les plus efficaces. Mais est-ce que, vraiment, juste avec de la bonne volonté, un individu peut, par lui-même, descendre jusqu'à 2 tonnes par an ? Eh bien, il y en a qui y arrivent presque. Et pour cela, le premier poste d'émission qu'il faut réduire, c'est celui des transports, qui représente 27% des émissions individuelles. Et surtout,
l'utilisation de la voiture. Direction Lyon, pour rencontrer quelqu'un qui est dans une démarche de vie bas carbone. Bon, ici, sans voiture, ça devrait pas être trop compliqué. En ville, c'est beaucoup plus simple d'avoir une empreinte carbone basse pour deux raisons. La première, c'est que tout est plus proche en ville pour faire ses courses, pour aller à la crèche, pour aller au lieu de travail. Le second point, c'est la mutualisation des coûts. En fait, les collectivités, elles vont pouvoir investir dans des métros, des tramways, des bus plus facilement parce qu'il y a plus d'utilisateurs. Et c'est aussi le cas pour les vélos en libre service. Après les transports, il y a l'alimentation. C'est 24% de l'empreinte. Là, ce qui pèse le plus, c'est la viande. Avec les produits issus de l'élevage, comme le fromage et les œufs, c'est plus de la moitié. Donc, manger moins de produits d'origine animale, c'est central pour baisser ces émissions-là. Moi, je suis ni végétalien ni végétarien. Par contre, je mange très peu de viande et le truc, c'est que très peu, c'est pas un ordre de grandeur. Alors, pour suivre de près sa consommation de viande, Camille a créé un système de magnettes sur son frigo. Sur 2 semaines, soit 28 repas, 10 sont végétaliens, donc sans produits d'origine animale, 10 sont végétariens et 8 sont omnivores, donc composés de viande ou de poisson. Maintenant, voyons ce qu'il reste. En commençant par l'habitat, 19% des émissions. Et là-dedans, ce qui pèse le plus, c'est notre manière de nous chauffer, de chauffer l'eau, de chauffer notre alimentation. En 2013, Claire et son compagnon ont acheté cette maison des années 70, très gourmande en énergie. Un grand chantier pour isoler la maison est alors lancé. Là, vous avez toute la maison qui est entourée de bottes de paille. Et puis le haut de la maison, là où il y avait des combles perdus, on a mis 50 cm de ouate de cellulose insufflée. De la paille bio qui provient d'un agriculteur du coin, la ouate de cellulose issue majoritairement de papier recyclé et l'enduit fait avec la terre du jardin. Le dernier poste d'émission, c'est la consommation. Ça représente 16% du total. Ce sont principalement les objets qu'on achète et qui ont besoin d'énergie pour être fabriqués. Chez Camille, l'idée c'est d'acheter le moins d'objets neufs possible. Pour cela, il a 3 habitudes. Fabriquer avec des matériaux de récupération ce qu'on aurait autrement acheté. Chercher ce que l'on veut acheter sur des sites de seconde main ou de dons. Et enfin, fonctionner sur un stock fixe de vêtements. Si je veux rajouter un vêtement, je dois soit vendre, soit donner en seconde main, soit jeter si quelque chose est vraiment déchiré, un vêtement avant d'en acheter un autre. Ça permet de limiter par exemple l'achat compulsif.
L'industrie de la mode est l'une des plus polluantes au monde. Selon l'ONU, elle serait responsable de 20% des eaux usées mondiales et 10% des émissions mondiales de carbone. Entre 2000 et 2015, la production mondiale de vêtements a presque doublé pour atteindre plus de 100 milliards de tonnes. Et l'industrie textile délocalise souvent sa production dans des pays où la réglementation est moins stricte en matière de protection de l'environnement. Cette industrie émet plus de carbone que l'aviation internationale et le transport maritime réunis. On parle d'une quantité incroyable qui pose un réel problème en termes d'émissions de carbone, mais aussi d'utilisation d'eau. À titre d'exemple, il faudrait 13 années pour boire l'eau utilisée pour fabriquer un jean et un t-shirt. Il ne s'agit pas seulement des vêtements, il y a aussi l'emballage et l'acheminement des matériaux vers les lieux de confection et ensuite des vêtements vers les sites de distribution. L'année dernière, des grands noms de l'industrie de la mode se sont impliqués dans la lutte contre le changement climatique via une charte dans laquelle ils se sont engagés à réduire leurs émissions de carbone de 30% d'ici 2030. À notre niveau, par exemple, nous ne faisons pas réellement la distinction entre la mode rapide et le secteur du luxe. Nous pensons que c'est l'ensemble de l'industrie de la mode qui doit se remettre en question et en particulier les géants de cette industrie. Le problème touche l'industrie textile dans son ensemble, la mode haut de gamme ainsi que la mode rapide. Nous savons que cette dernière a vraiment encouragé les gens à recycler leurs vêtements, mais il existe d'autres problèmes au sein des systèmes de production des chaînes d'approvisionnement. Et là, mode haut de gamme et mode rapide sont impactés de la même façon. C'est donc à chaque détaillant de réfléchir à son impact sur l'environnement lorsqu'il fabrique des vêtements. À Madrid, lors de la COP25, détaillants et groupes industriels présenteront les conclusions de la charte de l'industrie de la mode pour l'action climatique. Cette charte, signée par 43 entreprises, contient le projet dont l'objectif est d'atteindre l'absence totale d'émissions d'ici 2050.